Du caniche au rottweiler, le monde canin est d'une diversité absolument incroyable. Mais comment les experts font-ils pour classer toutes ces races? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en explorant les systèmes qui permettent de mettre un peu d'ordre dans cet univers fascinant. Franchement, quand on regarde un loup et juste à côté un chihuahua, on a du mal à croire qu'ils partagent un ancêtre commun, pas vrai? Cette diversité immense au sein d'une seule et même espèce, Canis lupus familiaris, c'est justement ce qui rend la classification à la fois si essentielle et si complexe. Prenez ces deux-là par exemple, le minuscule chihuahua d'un côté et le puissant malamute de l'autre. Les différences de taille, de forme, de caractère sont tellement énormes qu'il faut bien un système pour y voir plus clair. Et c'est là que les classifications entrent en jeu. Alors pour donner un sens à tout ça, les experts ne se contentent pas de regarder la race. Non, c'est un système à plusieurs niveaux. Et la toute première étape, c'est de regarder la structure physique de base d'un chien, sa carrosserie si on veut. Allez, on plonge dans cette première couche de classification. On parle ici des 4 morphotypes principaux. En gros, c'est un peu comme les plans d'architectes qui définissent la forme générale du corps et de la tête d'un chien. D'abord, il y a les lupoïdes. Le nom est assez parlant, ça fait penser aux loups. Et pour cause, ils sont caractérisés par une tête en forme de pyramide, des oreilles bien droites et une structure qui souvent rappelle celle de leurs ancêtres sauvages. Et le berger allemand, eh bien, c'est l'exemple parfait. Son profil, de la pointe du museau aux oreilles bien dressées, ça correspond pile-poil au plan du morphotype lupoïde. C'est limpide. On passe ensuite aux brachoïdes. Là, on change de registre. On les reconnaît à leur tête, qui est plus rectangulaire, et à leur stop, vous savez, c'est la cassure bien nette entre le front et le museau, qui est beaucoup plus marquée. Et typiquement, ils ont aussi de longues oreilles qui tombent. Le braque de Weimar en est une illustration parfaite. Cette structure de tête, on l'associe souvent aux chiens de chasse, ceux qui sont conçus pour pister le gibier. Troisième catégorie, les molossoïdes. Eux, ils sont connus pour leur corps puissant, trapu, un museau assez court et une tête lourde, massive, presque en forme de cube. Pensez aux chiens de montagne, aux molosses comme le bouvier bernois ou le terre-neuve. Toute leur constitution est pensée pour la force et la présence. C'est du costaud. Et enfin, les graioïdes. On parle ici des lévriers. Eux, ils sont bâtis pour l'aérodynamisme, pour la vitesse. Tout est long et fin. Un museau qui forme un cône avec le reste du crâne, un corps svelte, ce sont les sprinteurs du monde canin. Mais attention, toutes ces formes, ce n'est pas juste une question d'esthétique. Chaque morphotype est lié à une fonction bien précise. Et là, on passe au deuxième niveau de tri. On ne regarde plus seulement la structure, mais l'utilité. Pour quelle tâche ce chien a-t-il été sélectionné à l'origine? Au-delà de l'apparence, on classe donc les chiens selon leur talent inné, ce qu'on appelle leur aptitude. C'est un peu le CV de base du chien, le job pour lequel il a été méticuleusement sélectionné pendant des siècles et des siècles. Prenons le chien de berger. Cette aptitude à rassembler, guider et organiser un troupeau, ce n'est pas quelque chose qu'il apprend sur les bancs de l'école. Non, c'est un instinct, un don inné qui est profondément ancré en lui. C'est exactement la même chose pour les chiens de chasse. Marquer l'arrêt, ce réflexe de se figer complètement pour indiquer où se cache la proie, c'est un comportement instinctif, sélectionné pour une seule chose, aider le chasseur. Et ces aptitudes, pour y voir plus clair, elles ont été organisées de manière très officielle en 10 grands groupes. Par exemple, dans le groupe 3, on va retrouver les terriers, des spécialistes du déterrage. Dans le groupe 8, les rapporteurs de gibier comme le labrador. Chaque groupe a vraiment sa spécialité. Bon, on a la forme et la fonction. Mais comment tout ça devient officiel? Qui établit les règles du jeu et décide qu'un chien est par exemple un vrai berger allemand? Alors en fait, il y a toute une hiérarchie. Au niveau mondial, on a la Fédération cynologique internationale, la FCI. Puis, au niveau national, des organismes comme la Centrale canine en France, qui gèrent le fameux Livre des origines français, le LOF. Et enfin, à l'échelle locale, des clubs de race qui rédigent et maintiennent le standard officiel. Toute cette structure nous amène à la partie la plus technique, disons, la paperasse en fait. C'est ce qui va déterminer le statut officiel d'un chien. Et là, il y a une distinction juridique qui est cruciale. Un chien de race, ce n'est pas juste un chien qui ressemble à une certaine race. C'est un chien dont toute sa lignée est officiellement inscrite dans un livre généalogique comme le LOF. S'il n'a pas ses papiers, on parle d'un chien d'apparence raciale et légalement, ce n'est pas du tout la même chose. Pour obtenir ce statut officiel, le processus est super strict. L'éleveur doit d'abord déclarer la saillie, ensuite la naissance dans un délai très court de 8 jours, et enfin, il doit demander l'inscription de chaque chiot de la portée. C'est un suivi vraiment méticuleux de toute la lignée.
Et d'ailleurs, les règles sont devenues encore plus exigeantes. Depuis septembre 2023, l'identification par ADN des 2 parents est obligatoire. Comme ça, impossible de tricher, la filiation des chiots est certifiée scientifiquement. Mais ce n'est même pas fini. Même avec les bons parents, l'inscription d'un chiot Olof n'est que provisoire. Plus tard, il devra passer ce qu'on appelle la confirmation, un examen physique où un juge va vérifier qu'il correspond bien en tout point aux standards de sa race. C'est seulement après avoir réussi ce test que son inscription devient définitive. Au final, tout ce système complexe de formes, de fonctions, de règles administratives, ça nous rappelle une chose. Derrière chaque chien de race, il y a une histoire, une sélection, une intention humaine. Alors, est-ce que le fait de connaître toutes ces règles change notre regard sur les compagnons qui partagent nos vies? La question reste ouverte.